C'est désormais une certitude. La prochaine frontière technologique à repousser ne sera ni l'exploration des confins de la galaxie, ni même de Mars, planète voisine de la Terre, mais celle d'une Terre inconnue, certes invisible pour les yeux, mais pourtant à portée de main, le nanomonde. Façonnée à l'échelle du nanomètre, 10 puissance moins 9 mètres, la matière est en effet potentiellement riche d'applications inédites dans tous les domaines, qui restent inaccessibles dès lors que l'on se cantonne à l'exploitation de ses propriétés macroscopiques. Pourquoi? Tout simplement parce que les lois qui régissent le nanomonde n'ont rien à voir avec celles auxquelles nous sommes habitués ici-bas. Pour s'en convaincre, rien de tel qu'un petit voyage dans l'intimité de la matière nanométrique afin de découvrir ses curiosités, ses règles à respecter et ses coutumes locales. Notre thème repose sur les réalisations techniques face aux défis du XXIe siècle. On cherche à savoir comment les nanotechnologies répondent-elles aux défis médicaux du XXIe siècle. Nous allons essayer de répondre à cette problématique tout d'abord par la présentation des nanotechnologies via leur définition, les explications des lois physiques, leur histoire et les principaux secteurs clés des nanotechnologies. Dans un deuxième temps, nous verrons l'application des nanotechnologies en médecine en prenant deux exemples, le cancer et Alzheimer. Nous finirons par les enjeux et limites que peuvent provoquer les nanotechnologies. Présentation des nanotechnologies. Une définition floue. Que sont exactement les nanotechnologies? L'Organisation internationale de normalisation, ISO, les a définies ainsi en 2008. C'est l'application de la connaissance scientifique pour manipuler et contrôler la matière à l'échelle nanométrique, afin d'utiliser les propriétés et les phénomènes dépendant de la taille et de la structure, distincts de ceux associés aux atomes individuels ou aux molécules ou aux matériaux massifs. On note que la manipulation et le contrôle incluent la synthèse des matériaux. Il s'agit donc d'exploiter les propriétés spécifiques que détient la matière lorsqu'elle est structurée à l'échelle nanométrique. Soit entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. C'est donc un domaine extrêmement vaste. Prenons des exemples. Produire du noir de carbone, une technique maîtrisée depuis des décennies, nanotechnologie. Développer un circuit intégré dont l'épaisseur des lignes de courant approche la dizaine de nanomètres, activité actuelle des entreprises électroniques, nanotechnologie. Réaliser un transistor avec une seule molécule, prouesse qui dépasse maintenant le stade du laboratoire, nanotechnologie. D'après l'ISO, on peut même trouver une origine aux nanotechnologies dès 1930. Les chimistes se penchent alors sur un nouveau type de matériau, les colloïdes. Ce sont des particules solides de 5 à 200 nanomètres, dispersées dans un liquide ou un solide, identifiées grâce à un ultramicroscope mis au point en 1903. Leurs propriétés seront utilisées pour développer de nouvelles peintures et seront le commencement d'une avancée majeure, les nanotechnologies. Observation, quantification, utilisation des propriétés liées à la taille nanométrique, il s'agit bien selon la définition de l'ISO de nanotechnologie des années révolutionnaires. Les lois physiques à l'échelle nanométrique. Un monde à part. Plongé dans une autre dimension, le nanomonde n'est pas juste un monde en réduction, c'est un tout autre univers aux lois bien différentes. D'étranges propriétés existent, notamment des forces et réactions amplifiées. Les nanoparticules sont composées de 500 atomes environ. Elles offrent donc une possibilité accrue de participer à des réactions chimiques avec des espèces extérieures, ces réactions se produisant à la surface de l'objet. Malgré une taille imposante pour le nanomonde, ces particules sont supportées par un bras d'apparence fragile. Cependant, de la même manière qu'une fourmi peut porter plusieurs fois son poids, les forces sont démultipliées dans le nanomonde. Sous tension, les liquides se changent en gelée. Avec des interactions moléculaires, un liquide minimise sa surface. À l'échelle macroscopique, contraint par la gravité, un liquide présente une forme plane et horizontale. Mais dans le nanomonde, l'effet de gravitation s'amoindrit, les liquides sont soumis à une force appelée tension de surface. De ce fait, une goutte d'eau, par exemple, due à l'environnement, prend la forme d'une sphère, forme qui pour un volume donné présente la plus petite surface. Par ailleurs, pour un nano-objet qui voudrait la pénétrer, la goutte prend la consistance d'une gelée à cause des forces qui relient chaque molécule entre elles. La force de Van der Waals remplace la gravité. Du fait de sa masse très faible, une nanoparticule est peu sensible à la gravité. A l'inverse, elle est soumise à une interaction, dite de Van der Waals, physicien néerlandais qui a eu le prix de Nobel de physique en 1910. C'est une interaction électrique de faible intensité entre atomes et molécules, phénomène se réalisant que dans le cadre de la physique quantique. Clairement, il s'agit de la combinaison de trois types de forces résultant de différents effets. La force de Kisson, qui donne un effet d'orientation, la force de Debye, qui donne un effet d'induction, et la force de London, qui donne un effet de dispersion. Les geckos, appelés plus communément lézards, grimpent au mur grâce à l'effet de Van der Waals, en partie. Cette force s'exerce entre tous les objets, mais avec une portée très faible. Cette force ne se manifeste pas à notre échelle. En effet, même mis au contact, deux objets macroscopiques, deux tables par exemple, ne se touchent jamais vraiment car leur surface est très accidentée à l'échelle atomique.
Les mouvements thermiques surexcitent les molécules. Le nanomonde est un monde de mouvement et loin d'être inerte. Plus un objet est petit et plus il est soumis à l'agitation thermique. De ce fait, une chaise à une température ambiante ne bouge pas, contrairement à une molécule. En effet, si on la laisse faire, une molécule se déplace dans tous les sens, à 400 mètres par seconde, la vitesse d'une balle de pistolet. Si bien qu'une nanoparticule plongée dans un liquide ou gaz est soumise à d'innombrables chocs et se déplace de façon erratique, c'est-à-dire aléatoire. L'effet tunnel traverse les obstacles. C'est l'une des bizarreries les plus déroutantes de la physique quantique. Une particule microscopique est aussi une onde. De ce fait, lorsqu'elle se trouve devant un obstacle, elle est aussi un peu derrière cet obstacle. Pour bien comprendre, prenons l'exemple d'une balle de tennis. Celle-ci rebondit de façon irrémédiable contre un mur. Une particule quantique, elle, peut jouer les passe-murailles et traverser un mur a priori infranchissable. Les physiciens appellent ce phénomène effet tunnel. Voyons maintenant l'histoire des nanotechnologies. 1665, découverte d'un nouveau monde sous le microscope. C'est l'un des premiers best-sellers scientifiques de l'histoire, publié en 1665. Micrographia est écrit par un jeune scientifique anglais, Robert Hooke, passionné par les microscopes. En grossissant les objets de notre quotidien, on découvre pour la première fois les merveilles d'un monde inconnu, structure des ailes et des yeux des mouches ou les cellules de liège par exemple. Le monde visible et le comportement de la matière peuvent désormais s'expliquer par sa structure à l'échelle microscopique. 1776, les expériences révèlent la présence. En 1776, Antoine Laurent de Lavoisier découvre que l'air est composé de plusieurs éléments. Après avoir enfermé de l'air en présence de mercure, il constate que le mercure devient rouge, tandis que l'air restant éteint une allumette. Il en conclut qu'un élément simple, l'oxygène, a quitté l'air pour former un composé rouge en s'associant avec le mercure. Un siècle plus tard, la classification de Mendeleïev recensera plus de 60 atomes, briques élémentaires de la matière. 1912, la naissance de la cristallographie. Le physicien allemand Max von Laue projette des rayons X découverts en 1895 sur un cristal. Les rayons dessinent des taches en croix qui révèlent la structure de la matière. Dans le cas d'un cristal, les atomes sont disposés régulièrement, les figures donnent des distances typiques entre eux. Il est donc possible de reconstituer leur disposition procédé qui permettra à Watson, Crick et Franklin de déterminer la structure en double hélice de l'ADN. 1931, le microscope électronique. Les électrons, comme toute la matière, sont à la fois ondes et corpuscules. Or, une onde est modifiée en traversant un objet. Ce principe va permettre aux Allemands Max Noll et Ernst Ruska d'inventer le microscope électronique en 1931. Un faisceau d'électrons frappe une plaque photographique où apparaît l'image de la zone traversée. La première sera celle d'une grille de platine grossie 14 fois. Ces microscopes voient aujourd'hui jusqu'à 0,1 nanomètre. 1942, invention du microscope à balayage. Le scientifique russe Vladimir Zworykin veut obtenir une image 3D. Pour cela, il améliore le microscope électronique. Le principe, au lieu de récolter les électrons qui ont traversé la matière à étudier, il décide de récupérer des électrons secondaires qui sont émis par la surface du matériau quand le faisceau électronique la heurte. Ceci livre alors une image 3D des surfaces balayées. Les microscopes électroniques à balayage, MEB, en trouvent enfin les portes du nanomonde. 1951, les atomes visibles individuellement. Erwin Müller réalise l'image d'atomes visibles un à un pour la première fois grâce au microscope ionique à champ. Une fine pointe de tungstène est placée à l'extrémité du tube vide et à l'autre bout, un écran couvert de phosphore s'illumine quand un ion le percute. La pointe est portée à 10 000 volts, ce qui permet de ioniser et vaporiser ces atomes. Ils se dirigent de manière rectiligne vers l'écran qu'ils percutent en donnant une image de leur ancienne disposition sur la pointe. 1975, puis observé en mouvement. Tsong, élève de Müller, observe lui le mouvement d'un atome en élevant la température de la pointe de tungstène de son microscope ionique à champ. Il permet à des atomes d'iridium absorbés à sa surface de se déplacer aléatoirement. Les sauts de ces atomes se manifestent alors sur l'écran phosphorescent faisant face à la pointe. 1981, le premier microscope à effet tunnel. Deux ingénieurs, Rohrer et Binning, affirment avoir obtenu en 1982 la première image d'atomes individuels en 3D dans leur environnement. Ils avaient inventé en 1981, un an auparavant, le microscope à effet tunnel. Sa pointe extrêmement fine balaie la surface de l'objet à observer. En effet, sans qu'il y ait de contact, un faible courant électrique passe entre la pointe et le matériau. C'est l'effet tunnel. La pointe monte et descend, révélant ainsi, si elle est assez fine, chaque atome. 1988, l'électronique moléculaire. L'électronique moléculaire fait ses premiers pas expérimentaux au centre de recherche Thomas Watson Aviram Joachim,
Pomerantz, mettant au point le premier interrupteur électrique constitué d'une seule molécule. 1989, l'exploit d'IBM, des atomes manipulés un à un. Eigler et Schweizer, physiciens au centre de recherche d'IBM en Californie, écrivent les trois lettres I, B et M avec 35 atomes de xénon déplacés un à un au bout de la pointe en tungstène du microscope à effet tunnel sur une surface de nickel. 2 ans plus tard, Eigler réalisera une nouvelle prouesse, un interrupteur électrique de la taille d'un atome. 1993, le début des nanotubes. Limjima et Betumé produisent des nanotubes de carbone formés d'une feuille de carbone enroulée d'une épaisseur d'un atome seulement. Il faudra attendre 1998 pour que les nanotubes fassent leur entrée dans le secteur microélectrique grâce aux transistors constitués d'un unique nanotube. 2005, des nanovoitures moléculaires. L'équipe de James Tour à l'université Rice au Texas développe plusieurs variantes de nanovoitures moléculaires qu'ils font évoluer sous la pointe de microscope à effet tunnel, des véhicules dans quelques nanomètres, dont les roues sont des fullérenes, des cages de carbone sphériques de quelques nanomètres de diamètre. 2009, un engrenage à l'échelle nano. L'engrenage, clé de voûte de nombreux systèmes industriels, est enfin maîtrisé à l'échelle nanométrique au laboratoire de recherche en matériaux de Singapour. Ce nano-engrenage compte une dizaine de positions, contrôlées par la pointe du microscope à effet tunnel. Parlons maintenant des 4 secteurs clés des nanotechnologies. Premier secteur clé, l'électronique. Des limites sans cesse repoussées. Gage de performance et de profit croissant, la miniaturisation est inhérente à l'électronique. Ce n'est pas étonnant que ce secteur ait pénétré en premier dans le nanomonde. Le défi d'aujourd'hui, tirer parti des contraintes imposées par cette échelle réduite. S'il y a un domaine où la manipulation de la matière à l'échelle nanométrique est devenue une réalité, c'est bien celui de l'électronique. De ce fait, dans les années 1970, un transistor, le transistor est un composant électronique actif utilisé comme interrupteur dans les circuits logiques, comme amplificateur de signal ou pour stabiliser une tension, moduler un signal, ainsi que de nombreuses autres utilisations, soit le composant de base de tous les microprocesseurs, mesurait 12 micromètres. Le standard actuel est environ de 32 nanomètres et les prédictions pour 2020 feraient état de composants de 10 nanomètres. Comme le résume Simon Deleonebus, directeur scientifique de CLET, cela fait longtemps que l'électronique a franchi la frontière du nanomonde. Pour cause, depuis 1965, la miniaturisation correspond à l'alpha et l'oméga de l'électronique. Cette année-là, Gordon Moore, cofondateur du géant du processeur Intel, prévoit en effet que le nombre de transistors que l'on peut ajouter sur une puce électronique devrait doubler tous les 2 ans. Depuis, cette prévision, connue sous le nom de loi de Moore, n'a jamais été démentie. La raison en est simple, des transistors plus petits impliquent des processeurs plus rapides. Plus ils sont petits, plus 2 transistors sont proches l'un de l'autre, moins cher, le silicium coûte cher, et moins gourmand en énergie. Bref, la miniaturisation est la clé de performance technologique toujours renouvelée et de profit croissant. À savoir que l'électronique se heurte aux lois physiques fondamentales. Ainsi, depuis une dizaine d'années, les spécialistes rivalisent d'ingéniosité pour concilier impératifs industriels et les contraintes à l'échelle nanométrique. De ce fait, alors même que la taille des transistors s'approche de celle de l'atome, c'est une toute nouvelle électronique qui est actuellement en gestation dans les laboratoires. Des chiffres pour comprendre. Le premier processeur commercialisé en 1971 par Intel, nommé 400, contenait 2300 transistors. En 2010, le Xeon 5600 d'Intel en contient 1,17 milliard sur une surface de 248 mm². Quant à l'Opteron 6000 d'AMD, gravé en 45 nanomètres, il contient 1,8 milliard de transistors sur une surface de 348 mm². Deuxième secteur clé, l'environnement. Certains chercheurs affirment qu'introduire des nanotechnologies dans des panneaux solaires ou une pile à combustible permettrait d'en retirer plus d'énergie. À chaque nouvelle avancée des nanotechnologies, les chercheurs et les agences qui en sont à l'origine en vantent les vertus écologiques. À l'heure actuelle, les meilleures avancées sont constatées dans le milieu énergétique grâce à une propriété fondamentale. Plus une particule est petite, plus sa surface est importante par rapport à son poids. Avec l'exemple d'une bille d'1 nanomètre de diamètre, presque tous les atomes sont à la surface. Or, ce sont ces atomes qui participent aux réactions chimiques. Le chercheur Vincent Artero avance les nanotechnologies permettent d'accélérer ces réactions. Il faut donc s'attendre à ce qu'elles soient impliquées dans toutes les nouvelles technologies de l'énergie. Ces nanotechnologies sont notamment présentes dans les voitures électriques. Ces voitures bénéficient d'une autonomie augmentée grâce aux nanotechnologies des batteries lithium-ion. Dans ces dernières se trouvent des ions lithium
qui sont relâchés par l'anode et, après avoir traversé l'électrolyte, s'intercalent dans la cathode, chaque passage d'une électrode à l'autre produisant les électrons à l'origine du courant électrique. À la place du cobalt utilisé dans la cathode, les industriels préfèrent utiliser des nanoparticules de fer lithiées, LiFePO4, associées à du carbone, obtenant ainsi une meilleure conduction électrique. Des pistes pour traiter les eaux usées ou dessaler l'eau de mer. Le principe d'une membrane de filtration est de faire couler de l'eau sur un tapis de billes. Ce dernier laisserait passer l'eau mais en retenant les impuretés. Si la taille des billes est diminuée, alors la taille des interstices diminue également, permettant par exemple de retenir les résidus de médicaments qui perturbent la physiologie de la faune des rivières. Même si l'on sait depuis longtemps fabriquer des membranes ayant des pores de taille nanométrique, elles sont encore relativement épaisses. En utilisant des nanoparticules, il serait possible de renforcer leur résistance, de diminuer leur épaisseur et ainsi d'augmenter leur performance, explique Jérôme Ross, biogéochimiste au Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement à Aix-en-Provence. À ces propriétés mécaniques liées à la taille des trous s'ajoutent les propriétés chimiques des nanoparticules. Ainsi, celles d'argent ou de fer sont capables de capter l'arsenic ou les pesticides contenus dans l'eau ou le sol. Celles en titane peuvent, sous l'effet des UV, détruire les bactéries par photooxydation, tandis qu'un courant électrique permet aux nanophiles d'argent d'obtenir le même résultat, et pour fournir le courant, Yiqui et ses collègues utilisent des nanotubes de carbone, condensateurs hors pair. Troisième secteur clé, le secteur militaire. Les nanotechnologies dans le domaine militaire. Le progrès des matériels militaires est lié au progrès de la nanotechnologie. De ce fait, on constate aujourd'hui l'amélioration de la robustesse et du poids des gilets pare-balles. Les gilets pare-balles de nos jours sont réalisés grâce au Kevlar, une fibre synthétique qui possède d'exceptionnelles qualités de résistance à la traction et à l'élongation. Ces gilets pare-balles traditionnels tendent à être remplacés par un gilet composé de nanocomposites rigides qui ont pour spécificité d'être plus légers et plus résistants tout en gardant une grande flexibilité. Mais les nanotechnologies sont aussi utilisées pour créer des robots de la taille d'un frelon, qui seraient capables de pister, de photographier et de tuer les cibles qui lui seraient assignées. Le robot volant, dévoilé dans un quotidien israélien, connu sous le nom de Bionic Hornet, ou frelon bionique, serait capable de se frayer un chemin dans n'importe quel petit endroit, afin de pouvoir réaliser de véritables opérations de frappe très précises, avec par exemple la neutralisation d'ennemis auparavant difficilement atteignables, comme les soldats équipés de lance-roquettes ou tireurs d'élite difficilement atteignables selon les quotidiens Yediot Aharonot. Le frelon nanotechnologique est un des projets parmi ceux que développent les scientifiques militaires du pays. D'autres projets existent, tels que des gants modifiés qui augmenteraient puissamment la force du porteur ainsi que des senseurs miniaturisés à l'extrême, afin de se prémunir contre les attaques suicides qui sont fréquentes là-bas. Selon Simon Peres, vice-premier ministre, la recherche intègre de fait pleinement la nanotechnologie dans le champ des possibilités offertes au département de la sécurité israélienne, qui fera en sorte de trouver des solutions pour résoudre les problèmes que l'armée ne peut régler de manière conventionnelle. Dernier secteur clé, la médecine. La maîtrise de l'infiniment petit offre aux médecins des perspectives inespérées. Et pour cause, on a compris depuis longtemps que lorsque quelque chose se passait mal à l'échelle moléculaire, cela engendrait une maladie. Or, avec l'échelle nano, on est exactement à la taille des molécules, explique le biologiste Patrick Boisseau du CEA à Grenoble. Une capsule de taille nanométrique est d'effet si petite qu'elle peut entrer dans la cellule pour y délivrer au cœur même de sa cible le médicament souhaité. Une propriété qu'exploite déjà l'industrie pharmaceutique pour agir directement et sans effet secondaire sur les cellules cancéreuses ou sur celles infectées par un virus ou une bactérie. Mais les nanotechnologies promettent ainsi un meilleur dépistage des maladies et, plus impressionnant encore, la régénération des tissus lésés, voire morts. Une dizaine de nanomédicaments sont déjà sur le marché, notamment un antifongique, Ambisome, et des agents chimiothérapiques, on se compare Abraxane, Neulasta, Doxil, Kaleci et PG-Intron. Dans un deuxième temps, nous allons voir l'application des nanotechnologies en médecine. Prenons pour exemple l'Alzheimer. Quelques généralités. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, dégénérescence nerveuse, irréversible, caractérisée par une perte importante des fonctions cognitives, donc la mémoire, attention, le langage et les fonctions visio-spatiales, et une démence dans les cas les plus avancés. 35 millions de personnes en Europe sont atteintes et cela augmente en permanence à cause de l'accroissement de la population. Les causes sont encore inconnues. Chez les patients atteints d'Alzheimer, il se produit une hyperphosphorylation,
des protéines tau au niveau intracellulaire qui entraîne un désassemblage des microtubules, ce qui induit à une mort neuronale prématurée. On observe également l'accumulation d'agrégats du peptide amyloïde bêta sous forme de plaques dites séniles dans le milieu interstitiel entre les neurones, lui aussi à l'origine de la dégénérescence neuronale. Cette dernière caractéristique étant actuellement considérée par la majorité de la communauté scientifique comme la cause principale de la maladie, elle fait l'objet de nombreuses études visant à stopper sa production par l'organisme de patients atteints. Le but ultime est l'élaboration d'un traitement curatif qui permet de ralentir l'avancée de la maladie. Les traitements actuels. Il existe plusieurs traitements, presque tous étant des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, jouant un rôle lors de la biosynthèse des peptides A-bêta. Les autres sont des traitements de confort qui retardent simplement les avancées de la maladie et qui n'ont aucun effet curatif. L'action de ces médicaments est en grande partie limitée à cause de la barrière hémato-encéphalique, qui est comme une barrière entre les voies de circulation sanguine et le cerveau. Cette barrière empêche en partie les agents pathogènes de passer tout en laissant passer sans encombre les oligo-éléments, apports nutritifs. Cependant, les principes actifs permettant de soigner la maladie d'Alzheimer ainsi que d'autres maladies dégénératives ne peuvent atteindre leur zone optimale d'action thérapeutique, ce qui implique donc qu'il n'y ait aucun traitement efficace à l'heure actuelle contre la maladie d'Alzheimer et aucun test de dépistage. Les nanotechnologies dans le cas de la maladie d'Alzheimer permettraient une vectorisation, déplacement d'un vecteur contenant le principe actif sur un lieu ciblé, du principe actif facilitant ainsi son passage dans la barrière hémato-encéphalique, et d'une autre manière, les nanoparticules pourraient cibler les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer et ainsi permettre de diagnostiquer cette maladie. Des diagnostics à l'aide des nanotechnologies. Plusieurs études portent sur des moyens de diagnostic différents. L'injection de nanoparticules inorganiques d'oxyde de fer recouvertes de peptides A-bêta dans le cerveau d'animaux tests ont montré que ces nanoparticules avaient une affinité avec certaines plaques amyloïdes séniles présentes. Les nanoparticules, étant visibles par IRM, imagerie par résonance magnétique, elles ont permis de visualiser précisément les agrégats de peptides A-bêta. Des nanoparticules composées de polymères et associées à un inhibiteur fluorescent de l'acétylcholinestérase ont elles aussi été injectées dans le cerveau d'animaux modèles. Expérimentalement, il a pu être observé par microscopie à fluorescence une colocalisation importante entre ces nanoparticules fluorescentes et les plaques amyloïdes préalablement marquées, également avec un fluorophore. Des nanoparticules polymériques ont été utilisées pour encapsuler de la thioflavine T, cette dernière venant s'intercaler entre les feuilles bêta lors de l'agrégation du peptide A-bêta et deviennent fluorescentes, rendant ainsi les plaques visibles. Une expérience in vitro impliquant des quantum dots et un complexe PEG peptide A-bêta a permis de suivre le mécanisme d'agrégation du peptide A-bêta, donnant ainsi une idée du mécanisme in vivo. Toutes les techniques citées ci-dessus ont montré des résultats plus qu'encourageants sur des animaux, cependant les techniques d'administration invasive telles que l'injection intracrânienne doivent être supprimées avant de pouvoir faire des tests sur l'homme. Traitement par nanoparticules. La rivastigmine ou la tacrine, deux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, ont été encapsulés dans des nanoparticules polymériques recouvertes de polysorbate 80. Grâce à cette couche, des apolipoprotéines E3 APOE3, protéines présentes dans le sang, peuvent être absorbées sur les nanoparticules, leur permettant ainsi de franchir la barrière hémato-encéphalique. Comparée à une injection de principe actif libre, cette méthode engendre un taux de principe actif 4 fois supérieur. La curcumine, un puissant antioxydant provenant de l'épice de curcuma, aurait des propriétés intéressantes pour combattre la maladie d'Alzheimer. La mort neuronale pourrait en effet avoir en partie pour cause le stress oxydant. Malheureusement, la curcumine est détruite très rapidement dans le tractus digestif. L'encapsulation de la curcumine dans des nanoparticules permet d'augmenter significativement sa durée de vie, ainsi que par la même occasion sa concentration au cerveau. Ces nanoparticules ont été utilisées en parallèle à de l'APOE3 pour pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique, réduisant ainsi la toxicité des plaques amyloïdes de 40% par rapport à de la curcumine libre. L'effet de nanoparticules éponges à radicaux a également été étudié. Les fullérenes, molécules composées d'atomes de carbone ayant une forme géométrique rappelant celle d'une sphère, notamment ou les nanoparticules de cérium qui permettent de réduire de manière importante la formation de radicaux libres, qui serait une des causes de la formation des plaques amyloïdes, ont montré une diminution de la toxicité due au peptide A-bêta. Un deuxième exemple, le cancer. Quelques chiffres.
Depuis 2004, le cancer est devenu la première cause de mortalité au monde, devançant même les maladies cardiovasculaires. En effet, un homme sur deux et une femme sur trois souffrent d'un cancer. Le nombre de cas chez l'homme a augmenté de 93% et de 84% chez la femme en 30 ans. Cependant, les risques de mourir d'un cancer ont baissé de 25% pendant la même durée. Les thérapies actuelles contre le cancer. Les thérapies contre le cancer dépendent de plusieurs facteurs, le type de cancer, la taille, la localisation et l'évolution de la maladie. Cependant, elles peuvent être séparées en trois approches distinctes. Un traitement curatif qui vise à soigner le patient, un traitement adjuvant qui vient en complément du traitement principal, et un traitement palliatif qui cherche à prolonger l'espérance de vie du patient quand les chances de survie sont très faibles. Il existe plusieurs sortes de traitements. La chirurgie, l'objectif est de retirer la tumeur pour ne laisser que les cellules saines. La radiothérapie, cette technique détruit les cellules cancéreuses en les irradiant grâce à des rayons X. Cette méthode peut être utilisée avant ou après intervention chirurgicale pour permettre d'éviter que la tumeur ne revienne ou bien d'en réduire la taille avant l'opération. La chimiothérapie, injection dans l'organisme du patient de médicaments anticancéreux, pouvant comme la radiothérapie et pour les mêmes raisons être utilisée ou bien avant une opération chirurgicale ou bien après. Cependant, cela traite non seulement l'organe touché, mais aussi tout le reste de l'organisme, ce qui induit beaucoup d'effets secondaires. L'immunothérapie, cette méthode repose sur le fait de renforcer le système immunitaire du patient pour que les cellules cancéreuses soient détruites par l'organisme. La partie traitement avec les nanotechnologies sera traitée et développée en oral de TPE. Nous laisserons donc cette partie de côté et poursuivons la vidéo. Les nanotechnologies ne sont pas sans conséquences. Notre troisième axe portera sur les enjeux et limites des nanotechnologies. On assiste actuellement à des affrontements entre les pro-nanotechnologies et les opposants à ces dernières. La plupart de ces affrontements reposent sur des divergences de points de vue. Aucune de ces personnes ne s'oppose à des avancées scientifiques permettant de sauver plusieurs millions de vies, mais ils s'opposent à leur développement tant qu'elles ne sont pas totalement inoffensives. On observe donc deux camps dans ces débats. D'une part, les ONG qui revendiquent que les nanotechnologies sont nocives pour les hommes et devraient de ce fait être interdites, et d'autre part, les groupes industriels qui ont hâte d'utiliser des technologies telles que celle-ci. Les enjeux des nanotechnologies. Les nanoparticules présentent-elles un danger pour la santé ? La question se pose pour tout le monde. Comme toutes les nouveautés techniques, les nanotechnologies suscitent des inquiétudes, des débats, voire des oppositions plus ou moins radicales. En effet, certains groupes les qualifient de nécrotechnologies, les rapprochant des OGM. Quoi qu'il en soit, si l'on est loin de pouvoir répondre aujourd'hui à la question de la toxicité des nanoparticules, il existe de sérieuses raisons de la poser. La réponse, lorsqu'elle arrivera, différera selon le type de particules. Ainsi, il faut distinguer les nanoparticules insolubles qui peuvent poser un problème comparé aux nanoparticules solubles, biodégradables, qui sont décomposées dès leur entrée dans l'organisme. Malgré l'absence de recul sur les nanoparticules fabriquées intentionnellement, les chercheurs ne sont pas totalement démunis. Par exemple, les épidémiologistes, études sur les facteurs influents à la santé, ont tiré des enseignements de la présence de particules ultra fines non intentionnellement dans l'atmosphère. Il s'agit par exemple des émissions de moteurs diesel amiantes. Si nous prenons le bilan de la pollution atmosphérique, réponse inflammatoire dépendant de la dose, pathologie allergique et respiratoire, bronchite, cardiovasculaire, on en déduit que certaines nanoparticules auront des effets néfastes sur la santé. À quelle quantité sommes-nous exposés chaque jour ? Répondre à cette question serait bien malin, d'autant plus qu'il n'existe pas de campagne de mesure systématique autre que celle liée à la qualité de l'air. On doit en effet prendre en compte des particules de tailles diverses. Nous respirons en permanence un aérosol formé de nanoparticules naturelles, provenant d'éruptions volcaniques, feux de forêt, pollen. Exemple, une voiture rejette entre 100 000 et 1 million de milliards de nanoparticules par kilomètre parcouru. Ce sont des chiffres, certes, mais comparons avec une habitation. Chaque millilitre d'air contient environ 10 000 nanoparticules. Ce chiffre augmente dans les zones plus exposées, notamment près d'une voie de circulation fréquentée. Existe-t-il une réglementation adaptée ? Le règlement européen REACH, enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques, impose aux fabricants et importateurs d'enregistrer tout produit auprès de l'Agence européenne des produits chimiques après avoir évalué l'éventuelle dangerosité. Rien de particulier n'est prévu pour les nanoparticules qui suivent la règle générale. Les substances cancérogènes, mutagènes ainsi que celles ordinaires ont été enregistrées en 2010. De ce fait, les producteurs doivent déterminer la toxicité et l'impact environnemental de sa nanoparticule. L'agence a le droit d'exiger des analyses supplémentaires, d'établir une liste de substances présentant un risque élevé et de prendre des mesures de restriction ou d'interdiction d'utilisation. Cependant, les valeurs de limite restent encore floues.
On sait tout de même que la France est plus restrictive avec les lois Grenelle, qui obligent que tout nanomatériau, produit ou importé, doit être déclaré depuis 2011 auprès des autorités. Le personnel qui les fabrique est-il suffisamment protégé ? La protection des personnes contre les aérosols, c'est-à-dire l'ensemble des particules et gouttelettes en suspension dans l'atmosphère, n'est pas une nouveauté pour l'industrie. Des normes d'exposition et des procédures existent pour les poussières de l'ordre du micron ou plus. Sont-elles applicables aux nanoparticules qui pourraient flotter dans l'air des ateliers de fabrication? Sans véritable norme ni connaissance de la dangerosité des matériaux, les conséquences sur le personnel pourraient être très graves. Les limites des nanotechnologies. Comment savoir si un produit contient des nanocomposants? Aucun logo, ni label, ni même mention ne trahissent la présence de nano dans les produits. Rien n'oblige, à l'heure actuelle, un producteur d'afficher la présence de nanotechnologie dans ses produits, ni un distributeur à étiqueter les produits comme nano. Cependant, le Bureau européen des unions de consommateurs a publié en coopération avec l'ANEC, Organisation européenne de consommateurs spécialisée dans les questions de normalisation, un inventaire des produits contenant des nanomatériaux sur le marché européen. Il regroupe 475 produits de référence avec notamment les catégories santé et fitness. L'automobile est la catégorie maison et jardin. Cependant, ce manifeste ne regroupe que des produits apparaissant sur le site web du fabricant. Le Woodrow Wilson International Center for Scholars, un organisme privé, a lui aussi publié un inventaire basé sur la même méthode, plus récemment contenant 1015 références. Le seul moyen offert aux consommateurs pour s'informer sur les produits qu'il achète est donc de se référer à un de ces deux textes officieux, étant donné l'absence de texte officiel. Mangerons-nous bientôt des nanoaliments ? La question demeure encore entière à l'heure actuelle, car on n'en retrouve aucune mention dans les rayons de supermarchés. Cependant, au début des années 2000, ces aliments en composants nanotechnologiques ont créé un véritable engouement de la part des producteurs. Les industries agroalimentaires rivalisent d'annonces sur leurs futurs aliments aux propriétés inédites, telles que de la mayonnaise qui ne fait pas grossir, des barres chocolatées toujours brillantes et bien croquantes, ou encore de l'eau riche en vitamines et en oméga 3. Il y a 10 ans, l'exemple le plus donné était celui d'une boisson mise au point par l'industrie agroalimentaire Kraft, qui aurait mis au point une eau sans goût contenant des nanocapsules d'arômes différents. Le consommateur n'aurait plus qu'à choisir son goût en mettant la boisson au micro-ondes, libérant un arôme spécifique suivant la durée d'exposition aux ondes. Cependant, les industries telles que Kraft brillent aujourd'hui par leur silence et démentent avoir songé à créer de tels aliments. Pourtant, en croire les cabinets de conseil allemands, le marché des nanotechnologies dans l'alimentaire s'élèverait à 20,4 milliards de dollars en 2010, avec deux applications majeures, les conservateurs et les additifs, ce qui laisse penser que les recherches se poursuivent en toute discrétion. Des nano-espions vont-ils envahir notre quotidien ? C'est l'une des craintes les plus souvent évoquées à propos des nanotechnologies, car en effet des dispositifs nanométriques seraient invisibles, et quelle meilleure assurance de discrétion pour un appareil espion ? Un appareil espion doit pouvoir recueillir les informations et les transmettre, en d'autres termes, il lui faut un capteur, un émetteur et son antenne, ainsi qu'une source d'énergie. Des capteurs nanométriques existent déjà, et des émetteurs devraient arriver sous peu, cependant munis d'une portée très faible. Le plus gros problème reste l'antenne, qui doit faire une longueur au moins égale à la longueur d'onde de ce qu'elle doit émettre, soit au moins 100 micromètres pour les ondes radio, bien que ce problème puisse être réglé par les recherches du laboratoire national d'Oak Ridge. Toutefois, aucune batterie actuelle ou en cours de développement ne permet d'envisager une batterie nanométrique permettant de délivrer un signal. La nanoscience permettra-t-elle de créer la vie ? Les nanotechnologies s'inspirent bien entendu du vivant, mais est-il possible d'aller plus loin et de les utiliser pour modifier, voire créer du vivant ? En 2002, un chercheur de l'université de New York, Eckhard Wimmer, a fabriqué un virus de la polio qu'il a obtenu sans l'aide d'organismes vivants, en utilisant des enzymes et un extrait de cellules. Ce virus est donc un pas vers une synthèse artificielle, mais sa fabrication ressort plus de la biologie moléculaire que des nanotechnologies. Depuis le début de ce siècle, une poignée d'équipes de recherche dans le monde fabriquent des cellules minimales qui reproduisent certaines fonctions du vivant, comme la synthèse de ses propres composants à partir d'éléments chimiques. Et pour cela, les chercheurs utilisent des procédés dérivés de la création de nanovecteurs. Ils fabriquent de minuscules vésicules dont la membrane est composée d'une double couche de lipides exactement semblable à celle des cellules vivantes. Ils réussissent à y enfermer des gènes, des précurseurs de protéines et des extraits de cellules. Ces vésicules sont donc capables de synthétiser des protéines codées par les gènes,
Les nanotechnologies ne permettent donc pas de créer la vie, mais elles sont en revanche capables de jouer un rôle dans la fabrication de dispositifs destinés à interagir avec elle.